Bonjour à tous, merci beaucoup à la Human Technology Foundation pour son invitation. Pour parler de crypto-monnaie Nouveau Far West, je suis ravi de parler de ce sujet qui me passionne depuis 6 ans maintenant. Mon objectif, c'est pas tellement de vous dire comment fonctionnent les crypto-monnaies, mais plutôt de vous donner envie de vous intéresser à ce sujet. Pas seulement parce qu'il est captivant, tout en étant très complexe, mais parce qu'il va avoir, il ne va pas disparaître, et il va avoir des conséquences majeures sur nos systèmes financiers, économiques, mais aussi politiques, et peut-être aussi sur la civilisation. Et je voudrais aussi vous donner quelques idées pour décoder le discours ambiant, qui est souvent incompréhensible, ou truffé de biais non assumés. Des biais idéologiques, implicites, parfois inconscients, et aussi des conflits d'intérêts. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont perturbés par ce phénomène des crypto-monnaies et de la blockchain, et donc on ne peut pas attendre de leur part un discours neutre, objectif et serein sur ces sujets. Alors, quand on parle de Far West, on pense au désordre, à l'absence de règles, ou plus précisément à une forme d'ordre fondée sur la loi du plus fort. C'est un peu ça l'imaginaire collectif sur le Far West. Et quand on regarde les crypto-monnaies, effectivement, c'est l'impression qu'on peut avoir. Mais je crois qu'on oublie, en ayant cette impression, on oublie de regarder le système des monnaies étatiques, les monnaies officielles, qu'on appelle les monnaies fiat, et qui elles-mêmes ressemblent à certains égards à une forme de Far West, mais pour des raisons différentes. Donc la question, c'est quel Far West est le plus sain, en fait. Et donc je propose de procéder en 3 temps, pour décrire rapidement le Far West des monnaies officielles, et puis ensuite vous dire pourquoi je pense que le Far West des monnaies, des crypto-monnaies, est en fait plus sain. Et ensuite, dans un 3e temps, je vous révélerai en exclusivité mondiale quel cow-boy va gagner dans ce vaste Far West. Donc d'abord, le Far West des monnaies officielles. Je vais essayer d'être rapide là-dessus parce qu'en fait, c'est pas le cœur de ma présentation. Et je vais aussi vous préciser le cadre d'analyse qui me paraît plus convaincant. Moi, je me situe dans une grille d'analyse qui est héritée de ce qu'on appelle l'école autrichienne, qui est un courant de pensée économique, politique, philosophique, assez peu connu en France, mais d'une très grande richesse intellectuelle et qui s'avère extrêmement pertinent pour comprendre ces phénomènes complexes. Alors, quelques rappels théoriques et historiques très rapidement. D'abord, des rappels théoriques. L'échange est plus productif en termes de richesse que l'autarcie. C'est vrai au niveau individuel et c'est vrai au niveau collectif, et l'histoire le montre très bien. L'échange peut se faire de manière directe ou indirecte. Direct, c'est par le troc, mais c'est beaucoup plus efficace de manière indirecte en utilisant un intermédiaire d'échange qu'on appelle la monnaie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tous nos échanges économiques se font avec de la monnaie et pas en troc. C'est parce que c'est beaucoup plus efficace. C'est ça qui a permis en fait, l'essor de l'économie, l'essor de la civilisation et les niveaux de vie inouïs que nous avons obtenus aujourd'hui. Donc, l'essence de la monnaie, c'est de faciliter l'échange économique. C'est très important d'avoir ça en tête. Une monnaie, donc c'est un intermédiaire d'échange, et puis c'est aussi une réserve de valeur pour pouvoir être un intermédiaire d'échange. Et de manière logique, les hommes ont choisi comme unité de compte dans l'économie ce qui était le plus utilisé, le bien le plus utilisé de l'économie, qui est la monnaie. Mais donc les 3 fonctions aristotéliciennes de la monnaie qu'on cite toujours, il faut bien voir qu'il y en a une qui est beaucoup plus importante, qui est centrale, c'est la fonction d'intermédiaire d'échange. Les 2 autres sont en fait accessoires, enfin annexes. Alors, pour pouvoir servir de monnaie, d'un point de vue logique, on peut imaginer que si la monnaie n'est pas imposée par l'État, les hommes vont choisir des biens concrets qui répondent à certaines caractéristiques objectives. Tout ne peut pas servir de monnaie. Et dans l'histoire, on a utilisé toutes sortes de choses, et ce qu'on a vu, c'est que les choses qui étaient le plus utilisées, le plus durablement utilisées comme monnaie, c'était des biens qui étaient divisibles, homogènes, transportables, résistants aux intempéries, résistants aux attaques, relativement rares et coûteux à produire. Donc un ensemble de qualités objectives qui font que des choses vont inspirer confiance pour pouvoir être utilisées comme monnaie. Et
ces objets monétaires sont en concurrence les uns par rapport aux autres, justement pour attirer de la confiance. Et il est sain qu'il y ait une concurrence entre ces objets pour que les individus puissent choisir la monnaie qui leur paraît la plus apte à servir leurs besoins. Et comme dans tous les autres domaines, la concurrence peut inciter à l'innovation et à faire émerger ce qu'il y a de mieux pour les consommateurs à un coût le plus réduit possible. Ce raisonnement est tout à fait applicable à la monnaie, même si c'est éloigné de nos schémas de pensée contemporains. Et de manière logique, en fait, la monnaie a une vocation mondiale. C'est-à-dire que moi, si j'accepte de recevoir une certaine monnaie plutôt qu'une autre, c'est que je suppose que je vais avoir plus de chances de l'utiliser par la suite. Et donc, je vais choisir le type d'objet monétaire qui est le plus utilisé partout. Et si chaque individu dans l'humanité fait ce raisonnement, eh bien, il y a une convergence logique progressive vers une unification de la monnaie. C'est-à-dire une monnaie qui émerge spontanément du marché et qui atteint une dimension mondiale. Et là, je ne parle pas du tout d'une monnaie qui serait imposée par l'État ou les États au niveau mondial. Alors, ça, c'est la théorie. Mais la réalité, c'est quoi ? La réalité aujourd'hui, en fait, elle est éloignée de cette théorie, puisque nous avons des monnaies nationales, nous n'avons pas une monnaie mondiale. Dans les États et au niveau de certains blocs d'États comme l'Union européenne, il y a un cours légal. La loi dit que la monnaie de tel territoire, c'est celle qui est décidée par la puissance publique. Et on n'a pas le droit de refuser le paiement d'une dette si ce paiement est fait dans la monnaie qui est décidée par la puissance publique. C'est ça le cours légal. Et dans chaque territoire, il n'y a qu'une seule monnaie qui bénéficie de ce privilège. C'est un privilège accordé par la loi. Et c'est la monnaie imposée par l'État. C'est donc une sorte de monopole monétaire. La monnaie est créée par les banques centrales, qui créent une forme de monnaie comme la monnaie physique, le cash, et il y a une délégation de ce pouvoir de création de monnaie aux banques commerciales qui créent de la monnaie à travers le crédit bancaire. Quand vous prenez un emprunt, eh bien, la monnaie qu'on vous donne pour acheter votre appartement, elle est créée. Elle est créée ex nihilo, à partir de rien. C'est une nouveauté dans l'histoire, en fait. Et les États conduisent des politiques monétaires en influençant les taux d'intérêt moyens du marché et le rythme de création du crédit, à des fins politiques diverses qui sont fixées notamment par la loi. Donc on est dans une situation très différente de l'État noir qui a abouti, qui s'est fondé au début du XXe siècle, mais qui s'était installé progressivement au cours des siècles pour aboutir à une monnaie mondiale. Sous l'État noir, il y avait une monnaie mondiale, c'était l'or. Il y avait des monnaies nationales, mais qui n'étaient que des subdivisions de l'or dans un certain poids. Mais en fait, de facto, c'était une monnaie mondiale qui avait émergé du processus spontané du marché, qui n'avait pas été imposé par les États. Et depuis la fin des accords de Bretton Woods au début des années 70, nous sommes dans un régime de change flottant, où les monnaies nationales peuvent être échangées librement et le taux de change varie en fonction de l'offre et de la demande. Donc voilà, ça c'est le paysage rapide de la situation actuelle de nos monnaies officielles. Mais alors qu'est-ce qu'on peut en dire ? Eh bien, en fait, c'est un Far West qui n'est pas très sain. C'est même une forme d'anarchie monétaire dominée par la loi du plus fort. Et je vais donc maintenant vous dire rapidement pourquoi. D'abord, premier constat, le fait qu'il n'y ait pas de monnaie mondiale fait qu'il y a un marché d'une monnaie nationale. C'est le Forex, et c'est un immense casino spéculatif mondial. Est-ce que vous savez combien sont échangés sur ce marché ? Il y a 6 000 milliards de dollars qui sont échangés sur ce marché par jour. 6 000 milliards de dollars échangés par jour. Certaines de ces transactions sont en fait utiles à l'économie, mais une bonne partie sont purement spéculatives. C'est ça le système des monnaies étatiques actuelles. Et tout le monde est focalisé sur la vilaine spéculation des crypto-monnaies. Mais nous sommes déjà dans un régime archi-spéculatif qui vient du fait que les monnaies sont imposées au niveau étatique par la puissance publique. Premier point. Deuxième point, on assiste à des guerres monétaires. Les États ont intérêt à manipuler leur propre monnaie pour obtenir des avantages commerciaux. Et quand il y a des rivalités, des surenchères de guerre monétaire, c'est extrêmement grave. Ça peut plomber l'économie mondiale, et l'histoire du XXe siècle le montre très bien. C'est une forme de guerre qui est extrêmement regrettable, qu'on éviterait si la monnaie était mondiale, puisque les États ne pourraient pas se livrer à ces guerres monétaires. Et puis, il y a une forme d'impérialisme monétaire
quand un État assez puissant arrive à imposer l'usage de sa monnaie, comme les États-Unis pour le pétrole, et ensuite en profiter pour imposer une influence, des règles juridiques, une extraterritorialité, un pouvoir politique majeur. C'est donc la loi du plus fort. Ensuite, le fait que les monnaies soient imposées par les États engendre un dévoiement profond du capitalisme, pour plein de raisons. D'abord, si les États imposent des monnaies à leurs citoyens, c'est notamment pour pouvoir se financer eux-mêmes plus facilement, faire de l'inflation monétaire. Et ça, c'est un phénomène très ancien qui avait déjà été parfaitement compris et analysé au Moyen-Âge. Et il y a l'exemple classique d'Oresme, grand ecclésiastique, penseur, mathématicien, philosophe et économiste avant l'heure, qui critiquait l'altération en métal des pièces par les rois, qui en fait consistait en une forme de spoliation et d'expropriation des détenteurs de monnaie. Ce phénomène de l'altération, c'était une forme d'inflation monétaire avant l'heure, et qui était extrêmement choquante d'un point de vue moral et d'un point de vue philosophique. Et aujourd'hui, évidemment, tout le monde se redécouvre l'inflation des prix, annoncée depuis des années par les économistes autrichiens, résultant en grande partie de l'inflation monétaire des dernières années. Le fait que les États, par l'intermédiaire des banques centrales, ont permis une création de monnaie sans limite, pour plusieurs raisons, pour lutter contre la crise de 2008, lutter contre le Covid, etc. Des raisons en apparence vertueuses et justes, mais qui engendrent un phénomène qui est perturbant pour l'économie et qui est parfois choquant socialement. C'est l'effet Cantillon, théorisé par cet économiste de ce nom, Cantillon, au XVIIIe siècle, qui consiste à montrer que l'expansion de la masse monétaire par les pouvoirs publics engendre des transferts de pouvoir d'achat relatifs en faveur des plus riches, au détriment des plus pauvres. L'exemple typique, c'est chacun d'entre nous, si on s'endette pour acheter un appartement, c'est d'abord qu'on est assez riche pour obtenir cet emprunt. On est donc une catégorie favorisée. Ensuite, notre appartement va prendre de la valeur en partie grâce à l'inflation monétaire, et notre patrimoine va donc s'accroître, avant que l'augmentation des prix nous pénalise. En revanche, ceux qui ne peuvent pas s'endetter, qui n'ont pas d'actifs et qui ne bénéficient pas de la monnaie nouvellement créée, eux, ils pâtissent de l'augmentation des prix sans voir leur patrimoine progresser. Et donc, leur pouvoir d'achat diminue. Et donc, l'inflation monétaire se traduisant par une inflation des prix est profondément antisociale. Et c'est assez incroyable que la gauche ne se saisisse pas de cet argument, qui pourtant est difficile à réfuter. Et donc, c'est quelque chose de perturbant pour, pas seulement l'économie, mais aussi le tissu social, l'appartenance à la communauté. Et plus profondément, les tripatouillages de la monnaie par la puissance publique perturbent le système d'information de l'économie de marché, qui est un système d'une infinie complexité, qui est le système des prix. Le système des prix est un système d'information. Les prix véhiculent de l'information sur la rareté relative des choses, et donc fournissent des incitations aux consommateurs, aux producteurs, aux entrepreneurs, aux investisseurs, pour prendre des décisions. Et si la monnaie, en fait, est produite de manière imprévisible, arbitraire, fluctuante, forcément, ce système des prix est perturbé profondément. Et ce système des prix, il est tellement important dans le capitalisme, il est tellement perturbé, que finalement, on peut se demander si on est vraiment dans un système capitaliste aujourd'hui. Ce pilier du capitalisme est tellement dévoyé que utiliser ce mot capitalisme pour décrire la situation actuelle, en fait, est assez contestable. Ensuite, les manipulations de la masse monétaire par la puissance publique créent des cycles économiques artificiels et aux conséquences dommageables. Ça a été bien montré par l'école autrichienne, notamment von Mises, et ensuite Hayek, qui a eu le prix Nobel d'économie en 1974 pour cette théorie. L'expansion de la masse monétaire crée des bulles, des phases de confiance excessive, du malinvestment, des investissements qui ne sont pas sains, et qui finissent par s'écrouler quand il y a des retournements de confiance. Et ensuite, il y a des crises économiques qui sont extrêmement douloureuses socialement, avec des fermetures d'entreprises, du chômage, etc. Et ensuite, en général, la puissance publique vient pour lutter contre ces crises en faisant plus de déficit public et en créant plus de monnaie. Alors que ces phénomènes sont à l'origine des crises. Simplement, en général, ça n'est pas assumé, ça n'est pas reconnu.
Donc, le système monétaire dans lequel nous sommes perturbe profondément l'économie. Alors, on peut se demander, mais pourquoi on le garde finalement, ce système monétaire, puisqu'il est si dommageable? En fait, la réponse est politique. C'est qu'il existe, ce système de monnaie fiat, parce que la monnaie a été transformée en instrument de pouvoir. La puissance publique, grâce à ce système, a beaucoup plus de ressources que ce qu'elle aurait dans un système comme l'État noir ou un autre, où la création monétaire serait beaucoup plus limitée. Aujourd'hui, les États peuvent s'endetter sans limite, avoir des déficits publics complètement incroyables, parce qu'ils savent très bien que les banques centrales, par leur action, vont aboutir à baisser les taux d'intérêt, racheter des titres de dette, etc. Et donc, c'est un système de pouvoir au service de la puissance publique. Alors évidemment, si on pense que la puissance publique ne fait que le bien, à ce moment-là, c'est vertueux, c'est très bien. Simplement, le XXe siècle est une boucherie humaine abominable des guerres mondiales financées par ce moyen. Et rien que cet inconvénient devrait nous faire réfléchir sur les avantages et les inconvénients de ce système des monnaies fiat. L'État noir a été dynamité au début de la Première Guerre mondiale parce que la Première Guerre mondiale n'aurait pas pu être financée sous État noir. C'est très important d'intégrer ça. Alors, ce système, ce pouvoir immense que la puissance publique retire de la monnaie, en fait, il a beaucoup d'effets critiquables. Il engendre une lutte pour le pouvoir qui est féroce, sous deux aspects. D'abord, les responsables politiques sont incités à promettre littéralement n'importe quoi pour arriver au pouvoir, et notamment promettre des subventions, des distributions d'argent. Donc, il y a une surenchère de démagogie, de clientélisme, qui détruit profondément la démocratie. Et notre système démocratique actuel est malade de ça aujourd'hui. Il est en train de s'effondrer, littéralement. Et le deuxième aspect, c'est qu'en fait, ça engendre une sorte de rivalité permanente des lobbies, des groupes d'intérêt, une guerre généralisée des lobbies pour capter la manne monétaire qui se déverse de la puissance publique. Et donc, le règne des lobbies, c'est pas du tout un effet du capitalisme, c'est un effet de la croissance excessive de la puissance publique dans l'économie, financée par la monnaie fiat. Alors, quand on interroge les banquiers centraux, les responsables politiques, finalement, pourquoi l'État se mêle de monnaie? La réponse, c'est toujours parce que s'il ne le faisait pas, ce serait l'anarchie. Quand on a créé les banques centrales, c'était pour résoudre des crises économiques et des crises financières déclenchées par un excès de liberté. Ça, c'est la théorie officielle. Mais si on gratouille un petit peu, qu'on regarde les travaux d'histoire économique, par exemple ceux de Sagin et White sur les États-Unis au XIXe siècle, en fait, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça, et que très souvent, la puissance publique a mis la main sur la monnaie et les mécanismes monétaires, surtout à son profit. Et elle a déréglé ces mécanismes. Autrement dit, est-ce qu'elle s'est comportée en shérif, comme elle le prétend, ou en cow-boy? Cette question mérite d'être posée, et je pense que c'est vraiment intéressant de se pencher dessus, notamment si on veut réfléchir aux crypto-monnaies, qui proposent une formule différente. Alors, pourquoi les crypto-monnaies sont-elles plus saines? Alors, je vais devoir être très rapide sur la description du paysage de ces cryptos. C'est très complexe, c'est vraiment une immense industrie. Donc, je vais aller rapidement là-dessus, et puis ensuite, je ferai quelques commentaires. Alors, d'abord, le paysage. Évidemment, Bitcoin, c'est la crypto-monnaie la plus connue, c'est toujours la plus valorisée. Qu'est-ce que c'est Bitcoin fondamentalement? C'est pas vraiment une monnaie, c'est quelque chose qui est en train de devenir une monnaie. C'est quelque chose qui est utilisable comme une monnaie et qui est de plus en plus utilisé comme une monnaie. C'est une monnaie en devenir. Alors, mais c'est quoi en fait si c'est pas une monnaie? Eh bien, c'est un protocole informatique. C'est un dispositif informatique qui rend un service spécifique, totalement nouveau, consistant à pouvoir stocker et transférer de la valeur sans intermédiaire sur Internet et sans tiers de confiance, de manière incensurable. Et cette notion de tiers de confiance est importante parce qu'un tiers de confiance dans les systèmes de paiement, c'est un acteur en qui on doit faire confiance pour ne pas interrompre la transaction pour des motifs qu'il aurait choisis lui-même ou qu'on lui aurait imposé de l'extérieur.
Et c'est ça la réalité dans nos systèmes de paiement et financiers actuels. C'est rempli de tiers de confiance, donc qui sécurisent le système, mais qui créent aussi des risques, des aléas, des coûts, des retards, etc. Et qui ont un pouvoir de censure, qui peuvent décider de ne pas valider votre virement bancaire pour quelque raison que ce soit. Et Bitcoin permet pour la première fois quelque chose qui échappe à ça. Et c'est une prouesse technologique absolument stupéfiante, il faut bien comprendre ça. C'est le premier objet numérique non duplicable de l'histoire de l'informatique. C'est une forme d'or numérique, une forme de cash numérique. Et la sécurisation de ce dispositif informatique incroyablement novateur passe notamment par l'émission d'un jeton numérique qui va servir à rémunérer une partie des acteurs qui sécurisent ce système, qu'on appelle les mineurs. Et ce jeton numérique, en fait, il ne vaut rien à l'origine. C'est comme un billet de Monopoly en papier, ça vaut strictement rien. Sauf que, en fait, ce dispositif est tellement innovant, tellement révolutionnaire, tellement prometteur, et surtout, ce jeton étant émis de manière très limitée, de manière rare, et le temps passant, montrant que le dispositif est robuste, eh bien, des gens, progressivement, ont commencé à attribuer de la valeur à ce jeton. Et c'est comme ça que ce jeton a commencé à prendre de la valeur. Une valeur de marché, découlant de la valeur subjective que les gens lui attribuaient. Et ce jeton, il réunit les caractéristiques objectives que j'ai listées au tout début, sur ce qui rend apte à servir de monnaie. Il est divisible, homogène, transportable, relativement fongible, résistant aux attaques, pas des intempéries, mais informatiques, et coûteux à produire, très coûteux à produire. Et donc, il a les caractéristiques pour être utilisé comme une monnaie, et les faits montrent que depuis 13 ans, il est de plus en plus utilisé comme une monnaie. Pas tellement chez nous. Finalement, dans nos sociétés prospères, ce n'est pas notre priorité. Il y a beaucoup d'endroits dans le monde où les gens l'estiment beaucoup plus fiable et beaucoup plus utile que la monnaie que l'État prétend leur imposer. Ensuite, il y a la vague de toutes les autres crypto-monnaies. Notamment parce que certains chercheurs et entrepreneurs se sont dit cette fonctionnalité nouvelle créée par Bitcoin, qui permet du transfert de valeur sans tiers de confiance, comme ces transferts de valeur sont accompagnés de transferts d'informations, comme on peut ancrer de l'information dans ces transferts de valeur, eh ben, c'est peut-être quelque chose qu'on va pouvoir utiliser et appliquer à d'autres domaines que la monnaie. On peut potentiellement déclencher des programmes informatiques qu'on appelle des smart contracts sous l'effet de stimulus, mais là, alors ça c'est ce qu'on fait en informatique de manière classique, mais la nouveauté c'est qu'on va pouvoir le faire sans tiers de confiance, avec des gains d'efficience immenses, de manière plus sécurisée, plus rapide, moins coûteuse, plus sophistiquée. Et donc si on applique ce raisonnement qui est celui des smart contracts à tous les processus financiers, juridiques, industriels de l'économie, potentiellement on peut révolutionner énormément de choses. Simplement c'est compliqué à faire avec Bitcoin, parce que ces développeurs ont fait le choix de mettre l'accent sur sa sécurité. Et en informatique, plus on rend un objet sophistiqué, plus on crée des vulnérabilités. Et donc, ça a été le choix du Bitcoin. Donc, ces autres concepteurs de crypto-monnaies se sont dit on va faire quelque chose qui ressemble à Bitcoin et qui sera plus programmable. Et donc, on va émettre deux nouveaux jetons qui serviront à sécuriser nos propres dispositifs. Ça ne sera pas forcément créé pour être des monnaies, mais de facto, ça sera quand même une forme de crypto-monnaie. C'est comme ça qu'est né Ethereum en 2014, et ensuite toutes les autres plateformes de smart contracts, et il y en a beaucoup, Cardano, Solana, Tezos, et puis il y a d'autres crypto-monnaies qui sont en fait des prétentions à faire mieux que Bitcoin, c'est-à-dire on modifie 2-3 paramètres du dispositif informatique ou de son régime d'émission économique, et on dit que en fait on va faire mieux que Bitcoin, on va créer une monnaie plus agile que Bitcoin. Et c'est comme ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec des milliers de crypto-monnaies, et que plus personne ne comprend plus rien. Sachant qu'il y a d'autres objets, il y a aussi les stablecoins, qui sont en fait des crypto-monnaies qu'on va gérer de manière centralisée en s'assurant que leur cours par rapport à une monnaie nationale reste stable et en gérant pour cela des paniers d'actifs financiers traditionnels. Libra, le projet de Facebook qui a été torpillé par les États, était un stablecoin à l'origine. Et enfin, il y a encore un nouveau venu, c'est les monnaies numériques de banque centrale. Est-ce que c'est une crypto-monnaie ou pas?
On reviendra dessus par la suite. Mais maintenant, quelques commentaires sur... Alors d'abord, évidemment, il y a la folie de blockchain, et là je ne vais pas pouvoir détailler. Il y a en fait une invention incroyable de nouveaux concepts, de nouveaux usages, de nouveaux services, avec des sigles barbares, des concepts anglo-saxons. Je peux juste les citer à la volée sans les développer. On a vu la folie des ICO il y a quelques années, les utility tokens, qui sont en fait des jetons ressemblant à des crypto-monnaies qui vont être des droits d'usage de services informatiques créés par des entreprises. On va pouvoir tokeniser des actifs, c'est-à-dire faire circuler des traces cryptographiques de tout actif imaginable sur des blockchains et bénéficier des gains d'efficience incroyables que représentent ces blockchains pour les échanger plus rapidement et de manière plus sécurisée. Et donc, c'est valable dans les systèmes financiers. On peut faire circuler des empreintes, enfin, des reflets de titres financiers, et donc largement améliorer le fonctionnement de certains systèmes financiers, des marchés. Et puis il y a la mode des NFT. Donc là, on est un peu plus loin des crypto-monnaies parce que ce sont des choses par définition non fongibles, alors qu'une monnaie est censée être fongible. Mais la première application de ces choses, c'est dans le domaine de l'art. Mais en fait, le concept est intéressant, il peut être utilisé dans plein d'autres domaines. L'idée, là aussi, c'est de pouvoir mettre un bout d'actif dans la blockchain et pouvoir ensuite le gérer, l'utiliser, le déplacer de manière beaucoup plus efficiente. Et puis, il y a la DeFi, la finance décentralisée, qui consiste à recréer, à partir de ces nouvelles technologies, des nouveaux systèmes financiers beaucoup plus performants que les systèmes financiers traditionnels, qui sont largement archaïques par bien des aspects, en fait, qui ont beaucoup de mal à se réformer, qui sont notamment souvent fondés sur des technologies anciennes, et puis qui sont truffés d'intermédiaires, certains bénéficiant d'avantages octroyés par la puissance publique, de rentes, de places fortes indétrônables. Et enfin, il y a les DAO, nouvelle forme d'organisation extrêmement futuriste, même si on existe déjà beaucoup, plusieurs centaines, voire même plusieurs milliers. Il s'agit d'imbriquer des smart contrats entre eux et en fait de créer une forme d'organisation sans autorité centrale, qui va pouvoir gérer les choses, prendre des décisions et être gérée par des détenteurs de jetons de gouvernance qui sont des jetons numériques fonctionnant avec des blockchains. Vous voyez à quel point ce domaine paraît un peu fou, futuriste et difficile à comprendre. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir en quoi, finalement, il est plus simple, justement, que le système des monnaies traditionnelles. Alors, d'abord, évidemment, il y a plein d'arnaques, énormément d'arnaques. Ça, c'est normal. C'est un secteur nouveau, beaucoup de gens ne font pas l'effort de s'informer, sont imprudents, sont obsédés par l'appât du gain, et en fait font preuve de naïveté et se font piéger. Il y en a beaucoup. Donc la question, c'est comment répondre à ça, quel doit être le rôle de la puissance publique, c'est tout un débat en soi, mais je ne vais pas m'attarder sur ce débat à ce stade. Ce qui m'intéresse plus, c'est que, en fait, il y a une spéculation, effectivement, qui est souvent critiquée dans ce secteur, mais qui est saine. C'est une spéculation où les spéculateurs imprudents qui perdent tout ne sont pas renfloués par l'argent du contribuable. Ils ne bénéficient d'aucune protection. C'est donc bien plus simple de ce point de vue-là. Ensuite, c'est une spéculation qui permet de financer des infrastructures financières révolutionnaires qui vont améliorer l'humanité. Et tous les grands booms technologiques ont été financés par la spéculation. Il y a des économistes très sérieux qui le montrent. Donc en fait, il n'y a pas à se plaindre de cette spéculation. Pour des raisons morales, enfin plutôt éthiques, personnelles, on peut regretter que des gens spéculent, etc. Mais en fait, c'est leur choix, c'est tout. Et ça n'est pas au détriment, pas forcément au détriment du système. La concurrence dans ce domaine est saine, elle est extrêmement saine parce qu'elle permet d'éliminer les projets non viables et d'inciter en fait au meilleur, à l'innovation et au service aux consommateurs. C'est une concurrence positive, bénéfique. Et c'est un domaine où l'innovation est fulgurante, notamment parce que ces dispositifs sont fondés sur des protocoles open source. Et donc, chacun peut se les approprier, les modifier, et finalement, le rythme d'innovation est prodigieux. C'est, au sens de Schumpeter, c'est une vraie grappe d'innovation. Et la puissance publique, évidemment, a du mal à suivre.
On demande souvent, en fait, quel est le sous-jacent des crypto-monnaies. On dit toujours, les crypto-monnaies, finalement, ça ne repose sur rien, c'est virtuel, ça n'a pas de valeur intrinsèque. Le débat sur ces sujets, en fait, est très confus. D'abord, en économie, rien n'a de valeur intrinsèque. Rien n'a de valeur intrinsèque. La valeur est subjective. C'est un des grands apports de l'école autrichienne à la fin du 19e siècle. Ensuite, les crypto-monnaies ont un sous-jacent. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un sous-jacent qui est bien réel, mais simplement, il est extrêmement nouveau et difficile à comprendre. Ce sont des protocoles informatiques qui rendent des services ou qui proposent de rendre des services aux utilisateurs. Mais c'est tellement nouveau que c'est normal qu'on ait du mal à le comprendre. Mais si on prend l'exemple du Bitcoin, c'est quoi le sous-jacent du Bitcoin? C'est un dispositif informatique composé d'un protocole, d'un programme, de milliers d'ordinateurs, très concrets, qui rendent un service consistant en du stockage et du transfert de valeur, hyper sécurisé, évitant la double dépense, des intermédiaires, sans tiers de confiance, sans risque de censure, de manière programmable et assurant relativement bien la protection de la vie privée. C'est un service objectif. Peu importe qu'on l'aime ou pas, qu'on le valide ou pas, qu'on y adhère ou pas, c'est un service et des gens lui accordent de la valeur. Et donc la valeur du jeton Bitcoin va dépendre de la valeur que les gens voient dans ce dispositif révolutionnaire. Et dépend de la manière dont ils estiment que ce dispositif va se développer et inspirer de la confiance aux autres. Donc dire que les crypto-monnaies n'ont pas de sous-jacent, en fait, ça n'a aucun sens. En revanche, ça ne veut pas dire, le fait qu'elles aient en fait un sous-jacent ne veut pas dire que leur sous-jacent soit solide. La plupart des crypto-monnaies vont disparaître. Beaucoup d'entre elles sont des arnaques et beaucoup d'entre elles sont des dispositifs qui ne sont pas solides, qui sont défaillants, qui vont s'effondrer dès lors qu'elles auront trop d'utilisateurs, qui sont piratées ou qui seront interdites. Et donc le sous-jacent existe, mais est-ce qu'il est sain ou pas? En fait, ça dépend des cas, et c'est à chacun de faire l'effort de regarder. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ces nouvelles technologies liées aux crypto-monnaies représentent une nouvelle étape de l'histoire d'Internet. Dans les années 90, le web a complètement transformé la manière dont on produit et on diffuse de l'information. Et maintenant, on assiste à la même chose, non plus avec la valeur, non plus avec l'information, mais avec la valeur. Bitcoin est une révolution absolument historique de la manière dont on stocke et on transfère de la valeur. Et les autres crypto-monnaies, potentiellement aussi. Alors évidemment, tout ça a soulevé au début un immense scepticisme, qui est toujours très présent en fait. La plupart des gens restent très sceptiques sur les crypto-monnaies, pour des raisons très variables, soit par peur de la complexité, soit par peur de la nouveauté, soit par conservatisme un peu automatique, soit par idéologie, parce que ces gens pensent que en fait, c'est pas conforme à leurs idéaux philosophiques, ou par conflit d'intérêts, parce qu'ils sont dans des industries qui vont être menacées par ces choses-là. Mais ce mouvement alimente aussi beaucoup de fantasmes, des espoirs, des illusions excessives. On ne va pas tout mettre sur la blockchain ne va pas tout révolutionner, il y a beaucoup de situations où la blockchain est contre-productive, inutile, et doit être évitée. Et puis il y a des malentendus immenses, notamment la croyance selon laquelle on pourrait distinguer blockchain et crypto-monnaie. En fait, ces deux sujets sont totalement indissociables. Il n'y a pas de blockchain révolutionnaire, c'est-à-dire ouverte à tous, utilisable par tous, s'il n'y a pas un mécanisme de sécurisation de la blockchain sous la forme d'un jeton numérique pour inciter les acteurs qui sécurisent ces dispositifs à travailler pour cela. Et donc, ces jetons, de facto, même s'ils ne sont pas créés pour être des crypto-monnaies, ils sont en concurrence les uns par rapport aux autres pour attirer la confiance des gens et des investisseurs. Ils sont donc des crypto-monnaies. Et donc, quand vous entendez quelqu'un vous dire « la blockchain c'est super, mais les crypto-monnaies c'est pas bien », votre détecteur de fraude intellectuelle doit s'activer immédiatement. Alors, et tout ça c'est intéressant, mais il y a aussi évidemment des conséquences politiques majeures. Ça engendre une série de dilemmes pour les pouvoirs publics. Comment réagir face à cette vague d'innovation?
les pouvoirs publics commencent à se rendre compte qu'il y a un vrai risque de perte de contrôle de la monnaie et de la politique monétaire, ce qui, pour eux, est un traumatisme absolument majeur. Cette prise de conscience est très lente, mais elle commence quand même à faire ses effets. Donc leur tentation, c'est plutôt de résister autant que possible. En même temps, ils veulent quand même favoriser l'innovation, ils ont des politiques industrielles prétendant inciter à la croissance, il y a une compétition entre les pays pour attirer le capital, les entrepreneurs et la technologie, donc ils ne peuvent pas non plus dire non. Et ils doivent, s'ils acceptent, il faut aussi quand même protéger les utilisateurs, éviter les fraudes, les arnaques. Donc en fait, ils sont pris entre plusieurs impératifs, ils ont beaucoup de mal à s'en sortir. Ils réagissent de manière très variable. Certains ont essayé d'interdire complètement, en fait, ça n'a pas marché. En général, c'était des États autoritaires. Alors, la plupart d'entre eux essayent de réglementer avec des modalités très diverses, très variables selon les zones géographiques. Et on voit même parfois des États qui adoptent comme monnaie légale le Bitcoin. C'était le cas du Salvador l'année dernière, avec des résultats pour l'instant mitigés, mais en fait qui restent prometteurs. Et la Centrafrique, il y a quelques mois, là, ils ne se sont pas très bien pris et c'est pas très bien parti. Alors, combien de temps il me reste? J'ai pas regardé le temps. Peu de temps si on a envie d'avoir des questions, et je pense que c'est nécessaire d'avoir des questions. Alors, je vais aller très vite sur la troisième partie. Quel cow-boy va gagner? Le moment que vous attendez tous pour choisir la crypto-monnaie qui va vous rendre richissime. Alors d'abord, la slide habituelle, ceci n'est pas un conseil d'investissement, accompagné du pâté de texte écrit tout petit et illisible. Je ne vous donne pas de conseil d'investissement, je vous donne simplement mon intuition. La première question, c'est que vont devenir les monnaies étatiques? Dans l'histoire, on n'a jamais vu de monnaie émise de manière excessive subsister à long terme. Ça n'est jamais arrivé. Tout simplement parce qu'au bout d'un moment, l'économie est tellement perturbée que les gens trouvent une autre forme de monnaie, même si ce n'est pas la monnaie imposée par le souverain. Et de facto, les gens utilisent une autre monnaie, une monnaie qui leur paraît plus fiable, plus solide, plus saine, et elle finit par détrôner la monnaie qui était mal gérée. Alors, est-ce que ça va se produire pour les monnaies fiat? Aujourd'hui, elles sont émises sans limite, dans des proportions absolument inouïes, qui dépassent l'entendement. Et mon intuition, c'est que ce système ne va pas pouvoir tenir, c'est pas possible. La seule question, c'est quand va-t-il s'effondrer? Ça peut prendre encore des décennies, mais il finira par s'effondrer. Sauf si la puissance publique arrive à le maintenir en place par la force, par la coercition, par un surcroît d'autoritarisme. Et ça, c'est le projet des monnaies numériques de banque centrale. La puissance publique sent bien qu'elle est en train de perdre le contrôle de la monnaie, et donc elle est en train de travailler dans le monde entier, partout, à un nouvel objet, les monnaies numériques de banque centrale, qui permettront en fait aux particuliers de détenir de la monnaie banque centrale, comme du cash, mais numérique. Alors, ce sera donc des instruments centralisés, donc pas des crypto-monnaies au sens strict. Est-ce que ça utilisera des blockchains ou pas? Personne ne sait très bien, c'est très compliqué. C'est difficile à mettre en œuvre, notamment parce que ça va poser des problèmes aux banques, qui vont voir surgir là un concurrent dangereux pour elles. Et ces instruments sont potentiellement totalitaires. Malgré le gentil marketing que toutes les banques centrales développent dans les médias, en fait, il faut bien comprendre ça. Ce sont des instruments, surtout si on arrive à éliminer le cash physique en cours de route, ce sont des instruments qui accroîtront le pouvoir de pilotage économique de la puissance publique à travers de la relance monétaire, des taux négatifs, au contraire des sanctions financières sur les individus qui n'auront pas épargné ou consommé d'une manière voulue par l'État. Ce seront des instruments de contrôle de la vie privée, encore plus que maintenant la puissance publique aura une vision immédiate, instantanée et exhaustive du moindre de vos comportements financiers. Est-ce que vraiment on a envie de ça? Et puis ce sera un instrument de pilotage politique. Si votre activité politique n'est pas conforme à l'idéologie dominante ou à l'idéologie du pouvoir en place, vous serez sanctionnable d'une manière extrêmement cruelle à travers le pilotage de vos deniers personnels, beaucoup plus facilement qu'actuellement. Et la Chine est en train de préparer tout ça, de l'expérimenter, et ça marche très bien.
Et donc la question, c'est ce que nous, on veut ressembler à la Chine, qui est un État totalitaire. Alors ensuite, ça c'est la partie monnaie fiat. Mais au sein des crypto-monnaies, qui va gagner? Quelle crypto va émerger? Là, il y a plusieurs théories. La première, c'est celle d'Antonopoulos, qui est le plus grand vulgarisateur des cryptos et de la blockchain dans le monde, qui est quelqu'un d'absolument fascinant, que je vous incite à découvrir. Et lui, il dit en fait, il n'y a pas vraiment de concurrence entre les grands types de crypto-monnaies, parce qu'elles ne servent pas à la même chose. De même que le lion est maître sur terre et le requin est maître sur mer, chacune des grandes cryptos est maître en son royaume. Il y a donc possibilité de coexistence des grandes cryptos. Mais en fait, cette théorie, elle est très séduisante, mais elle est aussi contestable. Parce que si on estime que les États ne peuvent pas laisser faire, ne peuvent pas se laisser en fait, priver du monopole de la monnaie, ils vont tout faire pour résister et pour réglementer très strictement ces outils à leur profit et pour éventuellement essayer de les détruire. Donc, si une crypto finit par l'emporter, par devenir une monnaie mondiale dans cette concurrence, logiquement, ce sera la crypto la plus sécurisée, celle qui sera la plus apte à résister à des attaques étatiques, celle dont aucun État ne pourra modifier le régime d'émission, celle dont on ne pourra pas emprisonner les créateurs, parce qu'on ne sait pas où ils sont, celle qui sera la plus coûteuse économiquement et financièrement à essayer de pirater. Alors il y a des débats parmi les experts, dont je ne fais pas partie, puisque ce sont des débats extrêmement techniques sur la sécurisation des cryptos. Mais on peut quand même avoir des idées. Et en gros, l'idée, c'est quelle crypto va être non stoppable. Et je pense à cette citation incroyable de Hayek dans un entretien télévisé en 1984. En fait, il a eu cette phrase étonnante, il disait « Finalement, je ne crois pas qu'on reviendra à une monnaie saine tant qu'on ne l'aura pas retirée des mains du gouvernement. Mais on ne peut pas le faire violemment. Et donc, la seule solution, ce sera un jour de trouver, par un moyen détourné, la possibilité de retirer la monnaie des mains du gouvernement et d'inventer quelque chose qu'ils ne pourront pas stopper. Et c'est ça, instoppable. La crypto-monnaie qui va gagner, il faut qu'elle soit non stoppable, qu'elle soit invulnérable. Et il y en a une qui est probablement en train de devenir invulnérable, on ne peut pas vraiment en être certain, mais la tendance est là, c'est le Bitcoin. Le Bitcoin a atteint un niveau de robustesse technique absolument incroyable. D'abord, c'est le plus ancien, et on est dans un domaine où l'ancienneté compte, parce qu'il s'agit d'accumuler de la confiance. Et c'est le domaine monétaire, et c'est le domaine de la sécurité informatique. Et donc, on fait forcément confiance à l'objet qui est le plus ancien, parce que c'est celui qui a fait ses preuves le plus longtemps, celui qui a été le plus attaqué. Il est sans doute, en tout cas, il est très robuste, notamment grâce au grand nombre de nœuds de validation et à la puissance de calcul des mineurs qui atteint des niveaux absolument sidérants aujourd'hui. Et qui fait que c'est devenu immensément coûteux économiquement d'essayer de pirater le système Bitcoin. Alors, il produit une forme de monnaie saine qui est utile pour les gens dans le contexte de l'inflation, puisqu'il a un régime d'émission qui est désinflationniste. Le nombre de bitcoins émis diminue avec le temps. Il rendrait possible une économie déflationniste saine, pas une déflation destructrice. Et donc, il est de plus en plus apprécié dans le monde pour cette raison. Son passage à l'échelle est en cours de réalisation grâce à un protocole complémentaire, le Lightning Network. C'est-à-dire qu'on peut faire de plus en plus de transactions plus vite, facilement, sur des petits montants, de manière instantanée, pour des frais de transaction très réduits, avec une protection de la vie privée renforcée et sans dépenses énergétiques additionnelles. Et puis, il y a beaucoup de travaux pour améliorer sa programmabilité. Si ces travaux aboutissent, eh bien, c'est une concurrence sérieuse pour les autres cryptos fondées sur des plateformes de smart contracts. Alors, si on veut l'interdire, le Bitcoin, le problème, c'est qu'une transaction en Bitcoin, c'est un message qu'on diffuse de manière ouverte au public et qu'on peut exprimer dans n'importe quel langage, n'importe quel alphabet. Évidemment, c'est plus pratique d'utiliser Internet et du langage informatique, mais on pourrait très bien l'utiliser de plein d'autres manières possibles. Et donc, ça, c'est important à comprendre parce que ça veut dire que si on veut vraiment interdire une transaction Bitcoin, on viole des principes
constitutionnels et politiques fondamentaux de nos régimes démocratiques, notamment la liberté d'expression. Et c'est pour ça que seuls des régimes autoritaires, pour le moment, ont essayé d'interdire Bitcoin. L'adoption se poursuit, il y a maintenant des dizaines de millions d'utilisateurs dans le monde, des grandes entreprises sérieuses qui l'utilisent aussi, pas seulement pour spéculer, mais aussi pour protéger leurs réserves financières. Et finalement, Bitcoin bénéficie de l'effet Lindy, qui est une des composantes de l'antifragilité de Taleb, c'est-à-dire qu'il fait partie de ces entités dont l'espérance de vie augmente avec le temps qui passe, contrairement à nous, pauvres créatures humaines, dont l'espérance de vie diminue avec le temps. Alors évidemment, vous avez tous en tête les nombreux contre-arguments. Je ne vais pas du tout pouvoir les répondre maintenant, il y a beaucoup de contre-arguments. Volatilité, spéculation, criminalité, pollution, etc. Il y a un texte fascinant d'Alexandre Stachenko sur Medium que vous pourrez trouver qui répond point par point à tous ces arguments. Et je suis sûr que la plupart des gens qui critiquent Bitcoin avec ces arguments en tête sont de bonne foi. Ils sont sincèrement animés par la volonté de préserver l'environnement, de lutter contre la criminalité, etc. Mais ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que ces débats sont instrumentalisés. Ils sont instrumentalisés par des acteurs qui savent parfaitement que ces contre-arguments ont été réfutés de manière systématique depuis des années et ne tiennent pas la route. Mais ils continuent de les véhiculer par intérêt personnel, parce qu'ils ont un problème avec Bitcoin. Soit parce qu'ils sont des banques ou des États, ou parce qu'ils sont des crypto-monnaies concurrentes. Donc il ne faut pas être naïf. Ces débats sont instrumentalisés. Alors peut-être qu'on reviendra dans la discussion, s'il nous reste du temps, sur certains de ces sujets. En tout cas, quand je vois ces critiques de Bitcoin qui continuent à être proférées, à circuler, je pense à Karl Popper, ce grand philosophe, connu notamment en philosophie des sciences, mais qui a montré dans un ouvrage de philosophie politique remarquable, La société ouverte et ses ennemis, qui a montré que depuis des siècles, depuis toujours, la société ouverte, les principes de l'individualisme, de la liberté individuelle, de la liberté d'expression, de la liberté d'association, ont toujours été très violemment attaqués par des gens qui pensent que la liberté, en fait, crée du désordre et qu'il vaut mieux surtout la hiérarchie, de la tradition, un primat du collectif sur l'individuel, etc. Et Bitcoin, c'est un système ouvert. C'est un protocole qui est open source, il n'y a pas de propriété intellectuelle. Une transaction est un message public. La blockchain est un registre public. Le système est permissionless, chacun peut acheter, vendre, utiliser des bitcoins sans permission. Chacun peut contribuer à sécuriser le réseau sans permission. Chacun peut sortir du système sans permission, sans que ça gêne personne. C'est un système incroyablement ouvert. Et donc, moi, je pense que ce système rend littéralement fou furieux les ennemis de la société ouverte. Et je pense qu'il y a un vrai combat de civilisation. Il y a vraiment deux schémas de pensée, deux modèles mentaux entre les gens qui préfèrent la liberté et ceux qui préfèrent la réglementation à outrance, en fait, excessive. En conclusion, ce Far West des crypto-monnaies, il est une aubaine parce qu'en fait, il permet de revenir à une monnaie saine, de revenir à une monnaie qui joue vraiment son rôle d'intermédiaire d'échange et qui facilite l'échange, qui est un des piliers de la civilisation, l'échange économique. Ça ne se fait pas instantanément, bien sûr. Et Bitcoin peut devenir une monnaie saine s'il est adopté universellement. Et il peut devenir une monnaie mondiale, en fait. C'est un enjeu civilisationnel parce que ça va déterminer en fait, le périmètre des États, de la puissance publique, le rôle, l'influence des États dans la société, leurs moyens de financement et notre rapport au temps, à l'investissement, à l'épargne, à la consommation qui va changer, qui change selon que la monnaie est saine ou fondante, en fait. C'est très important. Et évidemment, c'est un processus qui ne se fait pas instantanément. C'est potentiellement une révolution historique. Ça peut prendre des générations. Et les gens qui, en fait, critiquent Bitcoin parce qu'il ne s'est toujours pas imposé mondialement et définitivement, en fait, il y a un gros malentendu sur l'enjeu. L'enjeu, c'est une transformation radicale des systèmes économiques et politiques du monde. Et donc, c'est normal que ça prenne du temps. Alors, finalement, je pense que le duel du siècle, entre les deux cow-boys principaux, ça va être le duel entre Bitcoin et les monnaies numériques de banque centrale. Ça va être le duel absolu qu'il faudra suivre.
et qui va tous nous concerner, et qui n'est pas facile à comprendre, et qui mérite qu'on fasse l'effort de comprendre. Merci. Merci beaucoup pour ces propos qui étaient très éclairants, certains un peu provoquants aussi. Est-ce qu'il y en a qui veulent réagir? Je vais faire passer le micro, je vous demande de bien vouloir vous présenter avant de poser votre question. Je vois des mains qui commencent à se lever. Bonsoir, je m'appelle Georgie, je suis étudiant en droit en intelligence artificielle. Et donc ma question, c'est que vous avez conclu avec ce duel entre monnaie numérique banque centrale et Bitcoin. Il ne faudrait pas rajouter un troisième acteur qui sont les stablecoins, où on voit qu'ils se développent plus rapidement que les monnaies numériques banque centrale. Et s'ils sont adoptés avant ces monnaies-là, comme on va vivre avec des stablecoins et des monnaies numériques banque centrale. Est-ce qu'on doit avoir une espèce de concurrence entre des euros Tether et des euros banque centrale? C'est une question très intéressante, hein, mais je n'ai pas de réponse évidente. Dans mon esprit, les stablecoins sont plutôt un outil transitoire dans la phase actuelle où les cryptos sont très volatiles et beaucoup de gens ont envie d'utiliser des cryptos qui ne soient pas trop volatiles. Mais si finalement, à un moment donné, une crypto-monnaie privée devient très très utilisée dans le monde entier, est-ce qu'il y aura encore besoin de stablecoins? Par rapport à quoi? Par rapport à des MNBC? Quel sera le régime d'émission des MNBC? Est-ce qu'elles vont être très inflationnistes ou pas? C'est peut-être ça qui va déterminer le besoin ou non de stablecoins dans ce futur, dans ce scénario. Donc voilà. Bonjour. Merci beaucoup d'abord pour votre intervention. C'est toujours un plaisir de vous écouter et j'espère que vous continuerez longtemps à faire cette intervention. La question c'est, on a eu le système des Delaware pendant quelques années, vous avez dit que c'était un système qui a plutôt bien fonctionné. Et donc, à votre avis, est-ce que vraiment Bitcoin peut avoir un rôle d'étalon dans l'économie mondiale? Et si oui, quelles grandes étapes et à quelle échéance vous voyez ça? Parce que c'est quand même la question qu'on se pose tous. Et ma deuxième question, je ne sais pas si vous connaissez les travaux de Balaji Srinivasan sur le concept de Edward State. Sur quoi? Oui. Et donc j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur ces travaux. D'accord. Sur le premier point, c'est un sujet vraiment intéressant. Étalon de Bitcoin, que serait un étalon de Bitcoin? En fait, ça dépend du sens qu'on donne à cette expression, hein, ça peut être ambigu. Dans l'étalon or, donc, il y avait en fait des monnaies nationales qui étaient des libellés en poids en or. Mais si Bitcoin s'impose mondialement, est-ce qu'il y aura encore des monnaies nationales? Est-ce qu'on peut effectivement envisager que des monnaies nationales soient émises, pilotées par la puissance publique et rattachées à Bitcoin, avec un taux de change avec Bitcoin que la puissance publique s'engagerait à maintenir? À ce moment-là, on serait dans l'équivalent non pas de l'étalon or, mais de l'étalon de change or, qui était le système de Bretton Woods. Seul le dollar était arrimé à l'or et les autres monnaies nationales étaient arrimées au dollar par des taux de change fixes, supposés fixes. Mais je ne crois pas tellement à ce scénario parce que justement, comme Bitcoin est très divisible et que sa scalabilité est en cours d'être réalisée, s'il s'impose, quel sera l'intérêt d'utiliser d'autres monnaies arrimées au Bitcoin? Soit leurs taux de change fixes par rapport au Bitcoin seront très respectés, et à ce moment-là, quel intérêt d'avoir ces autres monnaies? Soit ces taux de change finalement seront mal respectés, il y aura des taux de change flottants, et les puissances publiques seront incitées comme aujourd'hui à mal gérer leur monnaie, et donc tout le monde préférera utiliser le Bitcoin. C'est comme le débat, est-ce qu'il y aura une deuxième monnaie comme il y a eu l'argent pour l'or? Dans le cas de Bitcoin, il n'y a pas besoin d'argent. En fait, Bitcoin se suffit à lui-même, parce qu'il est très divisible et hyper scalable. Donc ça, c'est un peu mon impression sur le deuxième point. Sur le nation state, effectivement, il y a des travaux très intéressants de Balaji. J'ai pas d'opinion parce que j'ai pas creusé. Il a publié un livre récemment là-dessus, je l'ai pas lu, donc je sais pas. Mais c'est quelqu'un d'intéressant globalement et de stimulant. Bonsoir, merci beaucoup pour votre intervention. Tout d'abord, c'était très intéressant. Moi, j'avais une question pour vous prendre un peu à... Ah oui, je m'appelle Nicolas Zuccarelli, je suis en école de commerce. En fait, c'est vrai que ça fait peur, une
société de contrôle possible. On a vu récemment que Bruno Le Maire avait demandé l'accès à toutes les transactions bancaires des Français. Heureusement, ça a été retoqué. Mais on se dit que ça serait très simple, encore plus simple avec une monnaie de banque centrale, une monnaie numérique de banque centrale. Néanmoins, comment on décide, par exemple, vous en avez parlé, du régime d'émission d'une crypto-monnaie? Est-ce que c'est décidé par les programmeurs? Quelle légitimité ont-ils et comment peuvent-ils retoquer ça, décider ça? Ne devrait-il pas y avoir un contrôle démocratique sur, par exemple, ce régime d'émission? Et deuxième question à intriquer, quel serait le régime d'émission selon vous qu'il faudrait avoir? Faudrait l'indexer sur la croissance? Comment faudrait-il pour limiter l'inflation ou autre? Est-ce qu'il faudrait quelque chose comme ça? Merci beaucoup. Alors, c'est très intéressant. Le régime d'émission d'une crypto, il est effectivement décidé par les développeurs de cette crypto, et il est décidé de manière arbitraire. C'est-à-dire qu'ils font le choix qu'ils veulent pour toutes sortes de raisons, soit parce qu'ils estiment que c'est plus sain, soit parce qu'ils estiment qu'ils vont pouvoir gagner plus d'argent eux-mêmes. Dans le cas de Bitcoin, ce régime est inscrit dans le code, dans le programme que les nœuds de validation téléchargent. Et donc le respect de ce régime est une des conditions de la validation des transactions par tous ces nœuds. C'est un régime où le nombre de bitcoins est divisé par 2 tous les 4 ans, et le bitcoin est mis toutes les 10 minutes. Donc il y a une asymptote qui est connue, jamais plus de 21 millions, avec une asymptote vers 2140, un peu plus de 19 millions créés aujourd'hui. Et d'autres cryptos font des choix différents. Alors quel contrôle démocratique? En fait, est-ce que c'est nécessaire d'avoir un contrôle démocratique? Qu'est-ce qu'un contrôle démocratique, finalement? Ce qui compte, c'est que les gens soient libres d'utiliser les monnaies qu'ils veulent, et c'est à eux de faire leur choix sur le régime, enfin les cryptos qui leur paraissent les plus saines. Et ils prennent en compte notamment le régime d'émission, qui est un facteur absolument majeur. Et il y a une forme de contrôle démocratique par l'adoption libre des gens sur le marché. En fait, c'est un processus de marché plus qu'un processus politique. Et ça n'est pas un processus politique, et donc peut-être pas démocratique, au sens où il n'y a pas d'autorité centrale qui va imposer des normes. Chacun est libre d'utiliser ces objets ou non. Et personne ne peut imposer l'utilisation de ces objets aux autres. Alors qu'en démocratie, la majorité peut imposer ses choix à la minorité. Et ça, en fait, ça n'existe pas dans l'écosystème des protocoles open source. Chacun peut, proposer des modifications au protocole, y compris sur le régime d'émission, et puis chaque utilisateur est libre ou non de télécharger la nouvelle version du logiciel. Et si, en fonction des débats, des divergences, il y a des scissions, il y a des gens qui créent des cryptos parallèles, et c'est une des raisons de la prolifération des cryptos. Et en fait, c'est un processus très simple qui permet de l'innovation, qui permet de tester des solutions, d'expérimenter, et tout ça sans coercition, sans imposer de règles à autrui. Et donc c'est même moralement plus intéressant finalement. Voilà. Et le deuxième sujet, c'était... Quel serait le régime d'émission idéal pour être conforme à la croissance? Alors ça, il y a un débat de théorie économique là-dessus. C'est-à-dire quelle est la quantité de monnaie optimale pour faire fonctionner l'économie. Et les économistes, en fait, s'étripent depuis des siècles sur ce sujet. Et la position de l'école autrichienne, c'est que n'importe quelle quantité de monnaie arbitraire est suffisante pour faire fonctionner une économie de manière saine, à condition, sous deux conditions, dans ma compréhension, c'est que cette monnaie soit divisible et qu'il y ait une flexibilité des prix, pour que les prix puissent s'ajuster. Ça, c'est la vision autrichienne, mais elle est très minoritaire. La doxa, aujourd'hui en économie, c'est qu'au contraire, il faut piloter la monnaie pour l'adapter à la conjoncture économique et, si possible, piloter la conjoncture économique. C'est l'opinion dominante et qui aboutit au désastre économique dans lequel on vit aujourd'hui. Et Bitcoin, effectivement, propose quelque chose de complètement différent. Donc il ne s'agit pas du tout d'adapter la quantité de Bitcoin au rythme de l'économie, au contraire, c'est l'inverse. Après, chacun est libre d'inventer une crypto qui fonctionnerait d'une manière plus proche de la théorie que vous citez, c'est-à-dire qui serait plus conforme à l'évolution de l'activité économique. Mais est-ce qu'elle va inspirer confiance? D'ailleurs, probablement, il en existe déjà parmi les milliers de cryptos qui... Voilà. Mais pour l'instant, aucune ne s'est imposée. Ça montre bien qu'il n'y a pas de demande pour ça. Mais vous pouvez essayer. Bonsoir, Anas Bouassri, analyste tech chez RedBridge. Je vais poser une question par rapport à la moralité
d'utilisation de la crypto-monnaie en général. Je ne vais pas entrer dans les détails microéconomiques et sur les complexités autour d'utilisation macro et comment ça va engendrer une crise, ne serait-ce qu'au début de l'implémentation de la crypto-monnaie. Mais ma question, c'est surtout par rapport au désarmement des États quand on va implémenter un système, utopiquement parlant, un système mondial universel d'utilisation d'une monnaie que je peux utiliser en Chine, que je peux utiliser en France. On vient de remarquer qu'il y a un pays A qui a attaqué un pays B, et les États européens, les États développés qui proclament des valeurs humaines, des valeurs développées, le bon côté du moral, ils ont utilisé la monnaie pour permettre au pays B de se défendre et pour un peu résister économiquement au pays A. Quand on va opter pour la crypto-monnaie, pour la Bitcoin, je crois qu'il n'y a aucun moyen de prévenir contre des attaques différentes ou pour effectivement résister à ce que nous considérons ou nous pouvions considérer le mal. Merci. Oui, c'est effectivement intéressant parce que je pense que ce que vous décrivez illustre l'intérêt de Bitcoin. C'est-à-dire que Bitcoin ne sera pas un objet politique et ne sera pas un objet de pouvoir. Aucun État n'a d'influence sur le régime d'émission de Bitcoin. Donc Bitcoin ne peut pas être utilisé comme arme géopolitique par des États contre d'autres États. Et c'est peut-être plus sain. En fait, ce n'est pas le rôle de la monnaie d'être utilisée dans des conflits entre États. J'ai dit au début que l'essence de la monnaie, c'est faciliter l'échange économique. Et si on lui affecte d'autres missions que celle-là, on dégrade sa capacité à servir d'échange, à servir d'intermédiaire des échanges. Donc on diminue, en fait, on lutte contre la civilisation en utilisant la monnaie pour d'autres choses que ce pourquoi elle est faite. Donc je pense que ce que vous dites est un argument en faveur d'une crypto-monnaie non manipulable par les États et si possible utilisable à l'échelon mondial. Bonjour, merci beaucoup Gaël Barriel. De mon côté, j'ai deux questions pour vous. La première étant, aujourd'hui Bitcoin est assez intéressant parce que ça devient une réserve de valeur qui monte. Qu'est-ce qui fera que demain, on va pouvoir se permettre de l'utiliser, on va vouloir l'utiliser alors que ce cours monte, sachant qu'il y en a un conseil, il va y avoir 21 millions, un peu plus. Techniquement, sa valeur est censée monter inutilement. Dans un monde où on n'utilise plus du Bitcoin, pourquoi on est amené à consommer, finalement, à part se nourrir, etc. Mais on aura forcément une consommation beaucoup plus faible. Alors pourquoi pas, hein, ça peut amener vers la décroissance, vers un monde plus sain, par ailleurs, mais c'est pas le modèle de société dans lequel on est aujourd'hui. C'est ma première question. Ma seconde question étant aujourd'hui, Bitcoin, il est sécurisé parce qu'il y a des poules de minage qui sont partout autour du monde. Demain, quand un État se sentira profondément menacé et qu'il a suffisamment de moyens, qu'est-ce qui l'empêche de faire des poules de minage extrêmement importantes, chercher à développer, à passer la puissance de minage totale, et donc finalement arriver aux 52% et faire tourner le réseau. Merci, deux sujets effectivement cruciaux. Dans votre première question, en fait, il y a deux aspects. Il y a le côté volatile et le côté déflationniste. La volatilité actuelle est très forte, très impressionnante, regrettable, mais elle est en fait logique, inévitable dans la séquence transitoire dans laquelle nous sommes en ce moment. Donc on peut penser que si l'adoption se poursuit, elle va baisser mécaniquement parce que le poids relatif des gros acteurs qui influencent le marché va diminuer. Donc ce sera plus facile d'utiliser le Bitcoin comme intermédiaire d'échange, dans longtemps, je ne sais pas combien de temps. Et le deuxième aspect, c'est le côté déflationniste. Effectivement, si une monnaie en fait, ne cesse de prendre de la valeur pas par rapport aux autres monnaies, mais par rapport aux biens de l'économie, quelle est l'incitation des gens à dépenser cette monnaie pour acheter des biens de l'économie? Et là, c'est un débat de théorie économique très intéressant, mais en fait, ce qu'on peut supposer, c'est que d'abord, il y a des dépenses qu'on ne peut pas éviter, vous les avez citées, l'alimentation, etc. Donc on sera bien obligé de dépenser nos bitcoins pour se nourrir. Ensuite, on va probablement modifier nos comportements de consommation. Aujourd'hui, on est dans une société de consommation à outrance, qui est énoncée de manière universelle. Et la plupart des gens s'imaginent que c'est le résultat du capitalisme. En fait, ce n'est pas du tout le résultat du capitalisme. C'est le résultat en partie d'un régime monétaire qui incite à consommer à court terme. Parce que la monnaie fond en valeur, parce qu'elle est émise sans limite. Et donc Bitcoin, ce sera l'inverse. On arrêtera de consommer n'importe quoi à court terme. Il y aura
peut-être pas de changement de mode de vêtements 5 fois par an comme il y a maintenant. Il n'y aura plus l'obsolescence programmée qui est tellement critiquée. Donc il y aura peut-être des comportements de consommation différents et plus sains. Et en fait, c'est ce qu'on a vu sous les talons or. Sous les talons or, il y avait des périodes où l'or prenait de la valeur sur le long terme. Et pourtant, ça n'a pas empêché la révolution industrielle. Ça n'a pas empêché l'explosion de l'espérance de vie de l'humanité au XIXe siècle. Donc c'est un scénario qui semble viable de manière réaliste. Bonsoir à tous, Patrice Viot, j'accompagne des entrepreneurs. Alors je vais essayer d'être bref parce que vous avez levé tellement de choses. Déjà, merci pour l'intervention, elle est provocante, stimulante, et on en a besoin. Néanmoins, elle est pleine de contradictions. Mon point n'est pas de l'élever avec vous, et ce n'est pas des critiques, mais par exemple, la dernière chose que vous avez dite est amusante. Il n'y aura pas besoin de démocratie dans le Bitcoin, et pourtant, une des premières attaques que vous faites sur la monnaie, c'est qu'elle n'est pas assez démocratique. Mais bon, c'est juste pour pointer... Je ne vois pas de contradiction là-dessus, je vous répondrai si vous voulez. Non, parce qu'en fait, ça me paraît... Je serais heureux des réponses plutôt aux questions qui viennent. Je trouve très compliqué dans tout ce qui est partagé le fait qu'on maintient des confusions qui n'aident pas à penser. Vous avez mélangé crypto-actifs, crypto-monnaie. Il y a des vraies distinctions qu'on pourrait faire entre les uns et les autres. Même le mot crypto-monnaie est aujourd'hui très débattu. Il y en a peu qui semblent acquérir la qualité de crypto-monnaie. Néanmoins, il y a deux questions que j'ai envie de vous poser. La première, c'est l'un des objectifs, c'est de ne plus avoir besoin de tiers de confiance. Or, les événements sont tellement nombreux qui montrent que les tiers de confiance sont encore nécessaires et se nichent à des endroits que tout le monde ignore. Typiquement, les intermédiaires ont besoin de devenir des tiers de confiance et se font pirater. Les smart contracts, on a besoin de pouvoir authentifier le code pour éviter ce qui semble une erreur de codage en apparence, mais qui se révèle en fait une nouvelle loi. Une erreur de codage n'est pas une erreur de codage, c'est comment utiliser la façon dont le système est codé, quitte à détourner le système. On l'a vu sur les premières DAO, je vous remonte à 2015 ou 2016, de mémoire avec The DAO. 2016. Donc il y a une vraie question, c'est fondamentalement, est-ce qu'on peut se passer de tiers de confiance? L'actualité récente tendrait à montrer que tout le monde cherche à recapturer, à réintermédier ou à retirer de confianciser tous ces systèmes de crypto-monnaie. Peut-on s'en passer? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question qui est plus large, et elle est probablement très décalée ce soir, il y a un vrai mouvement libertarien derrière le Bitcoin. Ce mouvement libertarien postule qu'il faut qu'on soit totalement libre de nos choix individuels. Il rentre en conflit direct avec le besoin de communauté, le besoin de se relier, le besoin de vivre dans un pays où il y a des infrastructures qui ont besoin d'être financées. Est-ce qu'il n'y a pas derrière le Bitcoin un rêve libertarien qui va rentrer en conflit direct avec un besoin de lien, un besoin de partager du commun et de maintenir pour que nous continuions à vivre? Merci beaucoup, donc c'est effectivement des sujets importants. Il y a un point pour lequel je suis totalement d'accord avec vous, mais je vais commencer par ce où je ne suis pas d'accord. Sur la démocratie, c'est un point important. En fait, vous avez raison de dire que Bitcoin ne prétend pas être démocratique. Mais voilà, il ne prétend pas être démocratique. Alors que les monnaies nationales qui sont en fait imposées par la puissance publique dans nos démocraties, eh bien, nos puissances publiques prétendent être démocratiques. Donc c'est elles qui ne sont pas en cohérence avec les idéaux qu'elles professent, puisque évidemment la monnaie n'est pas gérée de manière démocratique dans nos systèmes. Les banquiers centraux sont irresponsables d'un point de vue politique. On sait par qui ils sont nommés, mais s'ils font des bêtises, l'électeur n'a aucun moyen de sanction sur eux. Et leurs décisions sont prises dans une forme d'opacité, de complexité entretenue, et leurs décisions ne font jamais l'objet de débats dans les élections. Il y a un déficit démocratique absolument dingue, alors qu'on prétend être une démocratie. Mais dans Bitcoin, on ne prétend pas être une démocratie. Donc il n'y a pas de contradiction. Qu'est-ce que Bitcoin? C'est pas une dictature. C'est pas parce que c'est pas une démocratie que c'est une dictature. C'est un système libre. Un système libre que chacun peut utiliser s'il le souhaite, et qu'il n'est pas obligé d'utiliser, et qu'il ne peut pas imposer à autrui.
Et donc, il n'y a pas de contradiction. Voilà. Ensuite, le terme cryptoactif. Je suis d'accord avec vous, il y a en fait des débats sur les termes. Qu'est-ce qu'une crypto-monnaie? Qu'est-ce qu'un cryptoactif? Certains excellents spécialistes parlent aussi de cybermonnaie. Je pense à Gérard Deléon. Et en fait, bon, bah voilà, chacun définit les mots un peu comme il le veut. En revanche, la définition des mots est parfois instrumentalisée dans ces débats. Tous les acteurs qui refusent de voir qu'il y a une révolution monétaire en train de se mettre en place ont un intérêt objectif à nier l'existence de cette révolution monétaire et à propager une autre vision des choses. Et à dire que non, circuler, il n'y a rien à voir. Ce ne sont pas des monnaies, il n'y a pas de problème. Et donc ces acteurs, évidemment, ont intérêt à promouvoir le terme cryptoactif. Et quand on dit qu'il y a beaucoup de ces cryptoactifs qui n'ont pas été créés pour être des monnaies, c'est vrai, mais peu importe. Une monnaie, en fait, c'est pas la puissance publique qui décide si c'est une monnaie ou pas dans l'histoire de l'humanité. C'est le cas aujourd'hui par la loi. Mais fondamentalement, ce que les gens ont envie d'utiliser comme une monnaie, eh bien, ils l'utilisent, que le gouvernement et la banque centrale soient d'accord ou pas. Et ça, l'histoire le montre très bien. Autrement dit, il y a beaucoup de ces choses qu'on appelle cryptoactifs qui n'ont pas forcément été créées pour être des monnaies, mais qui ont toutes les caractéristiques techniques, objectives, pour être utilisées comme des monnaies, et qui, de facto, sont en concurrence entre eux pour attirer la confiance des gens. Et certains vont être utilisés comme des monnaies, même si leurs créateurs ne voulaient pas que ce soit des monnaies. Et il y a ce débat sur Ethereum, par exemple. Le créateur d'Ethereum a toujours dit « Je n'ai pas voulu créer une crypto-monnaie, quelque chose d'utilisable comme une monnaie. » Mais si de facto l'humanité entière l'utilise comme une monnaie, son avis n'a aucun intérêt. Donc il y a une révolution monétaire, et quand on veut éclipser le terme crypto-monnaie, il faut être conscient que ces débats sont instrumentalisés en termes sémantiques. Ensuite, les tiers de confiance, je suis d'accord avec vous, ça ne sert à rien de vouloir éliminer tous les tiers de confiance. Exactement. Il y a beaucoup de systèmes où les tiers de confiance sont nécessaires, indispensables, et où vouloir les éliminer crée des problèmes. Il y a beaucoup de systèmes qui fonctionnent mieux en étant centralisés qu'en étant décentralisés. Et donc, votre argument, en fait, ne fait qu'illustrer de manière très juste toutes les illusions de la révolution blockchain. L'idée qu'on veut tout décentraliser, tout désintermédier, n'a aucun sens. En revanche, ça a un sens dans le domaine de la monnaie, parce que sur Internet, pour faire fonctionner une monnaie qui ne puisse pas être manipulée par l'État, il faut répondre à un défi technologique inouï qui est d'éviter la double dépense. Et la sécurisation de ce dispositif, c'est l'innovation géniale du créateur de Bitcoin, et une décentralisation de la vérification des transactions. Et donc là, éliminer les tiers de confiance dans le domaine de Bitcoin est vital. C'est l'essence même de ce dispositif. Et puis enfin, les libertariens ont besoin de liens. En fait, vous soulevez une question de philosophie politique qui est bien plus vaste que le sujet des crypto-monnaies. Les dizaines de millions de personnes dans le monde qui utilisent le Bitcoin, soit pour épargner, soit pour faire du trading, soit pour se protéger de l'arbitraire politique en Afrique, de l'inflation monétaire en Amérique du Sud. Mais ils ne sont pas tous libertariens. Ils utilisent le Bitcoin parce qu'ils estiment que c'est préférable au peso ou à leur monnaie locale. Et est-ce que leur lien social, l'unité collective, la solidarité entre eux, leur tradition, leurs sentiments familiaux, est-ce que tout ça est dégradé par le fait qu'ils utilisent le Bitcoin? Ah non, je crois pas. Sur le financement, il y aura forcément un problème. Si on ne peut pas faire un bête calcul, le besoin de financement, moyen de collecte du financement des infrastructures. Oui, alors ça c'est effectivement la question du financement de la puissance publique. Alors justement, je fais exprès de sortir le mot. Je parle du commun, financement du commun. Les infrastructures que nous partageons sont un commun. Si elles ne sont pas financées, le commun tombe. Aujourd'hui, elles sont financées comment, les infrastructures? Elles sont financées via la puissance publique. Mais demain, dans un régime où on ne traque rien, je ne dis pas que je veux traquer, c'est pas pour moi. On ne peut pas mesurer le besoin de collecte et le partage de la charge. Je ne comprends pas tellement cette idée, mais il me semble que dans un avenir où les crypto-monnaies sont largement utilisées, effectivement, la puissance publique, en tout cas pour les États qui n'auront pas adopté le Bitcoin suffisamment tôt, la puissance publique aura moins d'opportunités de financement. Donc ce sera plus compliqué pour elle de financer les communs. Et donc il faudra trouver des moyens de financement des communs différents. C'est vrai, c'est une question de philosophie politique et d'économie politique très intéressante, très complexe.
Mais ça n'est pas un inconvénient en soi. Et le fait que ce sujet se pose ne signifie pas que en fait, ça va mal se passer ou qu'il n'y a pas de réponse rationnelle et satisfaisante. En tout cas, Bitcoin ne va pas perturber les choses là-dessus. Il va simplement modifier en profondeur la manière dont nos sociétés sont organisées. Ça, c'est vrai. Et ça ne va pas forcément dans un sens libertarien, d'ailleurs. Au Salvador, l'État a adopté le Bitcoin, ils ne sont pas libertariens, c'est un État. Bon, alors, on va voir comment ça évolue, mais si c'est un succès, s'ils arrivent à se développer, c'est plutôt la tendance, hein, moi j'ai l'impression. Bon, bah, ce sera intéressant. Fin septembre, des analyses fonds montrent qu'il y a eu un effet d'aubaine sur la prime de $30 offert en Bitcoin, et aujourd'hui l'usage semble baisser de façon assez significative. Il y a aujourd'hui au Salvador autant de gens qui ont un wallet Bitcoin que de gens qui sont bancarisés. C'est-à-dire que c'est absolument incroyable, c'est un des pays les plus pauvres du monde, et en quelques mois, en fait, Bitcoin est devenu plus efficace et plus utilisé. Ce sont les chiffres actuels, bien après l'effet des $30 distribués au début, que le système bancaire qui est exclusif, qui exclut beaucoup de gens. Il y a un taux de bancarisation très faible dans ce pays. Donc voilà, on ne peut pas tirer de conclusion de l'expérience salvadorienne, c'est trop tôt. Ce qu'on voit dans la presse est plutôt négatif, mais est-ce que vous faites confiance aux médias sur les sujets que vous connaissez bien? Est-ce que vous leur faites confiance sur les autres sujets? Chacun s'organise comme il veut. Je vous remercie beaucoup pour toutes ces questions et la richesse de ce débat. Je vous invite à poursuivre ces échanges autour d'un verre qui vous attend dans le couloir. Vous avez dû voir que ça commençait à être installé quand vous êtes arrivés. Merci beaucoup et merci infiniment, Yorick, pour ces échanges passionnants. Merci beaucoup.